Bienvenue dans le podcast La Table des Experts par un métier presque parfait. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du métier d'éleveur. Nous sommes ici pour parler formation, mais aussi mixité, diversité et représentativité. Et on commence sans plus attendre avec Maxime pour parler de formation. Maxime, salut. Est-ce que tu peux nous parler des formations pour devenir éleveur ? Alors pour devenir éleveur, il y a beaucoup de formations, beaucoup de niveaux, hein. Ça va du CAP au BTS, en tout cas pour le campus agro-environnemental 62, où on forme pour l'élevage. Et il y a les brevets professionnels également, donc du CAP, du bac pro ou du bac, du BTS, des certificats de spécialisation en bovin-lait, en ovin-viande. C'est combien de temps de formation du coup pour devenir éleveur ? Enfin, tout dépend de la formation. Un brevet professionnel, il me semble que c'est en un an que ça se fait, mais c'est de niveau 4, donc niveau bac. Puis après, les BTS, c'est 2 ans. Un bac, c'est en 3 ans, soit en format scolaire, soit en format en apprentissage. Voilà. Mais le brevet professionnel peut également se faire en formation pour adultes, ce qu'on fait aussi. Ce qui permet voilà, d'avoir une palette de propositions de formation qui puisse permettre l'installation, quoi, au sens très large. Et ça coûte combien concrètement de se former pour devenir éleveur ? Alors nous, on est un établissement public, donc l'enseignement en tant que tel est gratuit. Tout ce qui est autour, il y a une participation qui est demandée, hein, c'est-à-dire la restauration et puis l'hébergement, puisqu'on a des internats sur les établissements. Donc les formations, à partir du moment où elles sont en apprentissage ou en formation pour adultes, ça peut être financé, elles peuvent être financées par des organismes professionnels type OPCO, la région, en fonction des formations, hein, France Travail, etc. Enfin, il peut y avoir une multitude de formateurs, de financeurs. En gros, et après, on a plusieurs aides, notamment pour les apprentis, la carte Génération Hauts-de-France, et puis pour les lycéens également, la carte Génération Hauts-de-France. Est-ce qu'on trouve facilement des établissements pour se former ou est-ce qu'il y en a peu en France ? Des établissements agricoles, il y en a quelques-uns. Je vais, ne serait-ce que pour illustrer sur les Hauts-de-France, hein, sur les 5 départements, nous, on est donc sur le département du Pas-de-Calais, le seul établissement public, hein, qui est réparti sur trois établissements. Voilà. Et maintenant, je vais dézoomer sur la région. Il y a 19 sites de formation publique sur les Hauts-de-France qui représentent 11 établissements publics. Et en tout et pour tout, maisons familiales, privées et publiques, il y a 60 établissements sur la région. Donc ça fait quand même beaucoup, et à l'échelle de la France, ça se répartit effectivement en fonction. Et puis chacun a sa spécialité. Par exemple, nous sur le site d'Arras, on est sur des grandes cultures et de l'apiculture. Ici à Radingan, on est sur de l'élevage et du service à la personne. Et à Saint-Omer, on est sur de l'horticulture au sens large, c'est-à-dire maraîchage, floriculture, culture de pépinière, etc. Aménagement paysager et du sport. En termes de conditions d'accès, est-ce qu'il y a des concours, des épreuves spécifiques pour pouvoir entrer en formation pour faire éleveur ou est-ce que c'est accessible à tous comme ça ? Alors, de manière générale, c'est accessible à tous. Juste les procédures d'entrée sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on est vachement dans l'accompagnement des personnes qui sont en formation. Tout le public apprentissage passe des tests de positionnement pour qu'on puisse les accompagner correctement dans la formation. Et puis, pour les formations au lycée, c'est-à-dire de la seconde au bac, ça se fait en classe de 3e pour intégrer une classe de seconde ou de seconde pro via Affelnet. Et puis pour les formations en BTS, c'est via Parcoursup que ça se fait. Et puis voilà quoi. Donc les conditions d'accès, elles sont plutôt larges. Après, il faut... En fait, je vais le dire autrement. C'est-à-dire que les formations, à partir du moment où on a l'envie de la faire et qu'on souhaite se former au métier de l'agriculture au sens très large, les lycées agricoles normalement, et le campus, en tout cas nous, je suis sûr qu'on est là, nos équipes sont là pour vous accompagner dans la constitution et votre projet de formation et d'installation derrière. On a un accompagnement qui est vraiment tout au long du processus, du début du projet jusqu'à l'installation, quoi. Après, il y a des relais qui sont pris au niveau de l'installation avec la chambre d'agriculture et ce style de choses, mais en tout cas, dans la formation, vous avez tout ce qui permet de vous installer derrière. Et est-ce qu'il y a des stages ? Est-ce qu'on peut faire ça en alternance ? Comment ça se passe ? Ou est-ce qu'on est exclusivement à l'école ?
Alors, tout est possible, tout est réalisable, pour faire une petite citation rigolote, mais à partir du moment où on est en formation scolaire, c'est-à-dire au lycée, ou étudiant, dans le schéma classique, ce qu'on appelle les formations scolaires, la voie scolaire, là, pour le coup, on est la plupart du temps à l'école. On va visiter des exploitations, on peut avoir des options, comme ici à Radingan, concours d'élevage par exemple. Donc c'est tout un groupe d'une vingtaine d'élèves qui se forment aux différentes facettes des concours agricoles bovins. Ils ont des semaines de stage tout au long de l'année. Donc ça, c'est sur la formation scolaire, générale et technologique. Et ensuite, il y a toute une formation en apprentissage. Et en apprentissage, là, pour le coup, c'est je vais faire une cote mal taillée, mais moitié à l'école et moitié en entreprise. Voilà, et le programme est adapté en fonction du format. Donc ça, c'est moitié-moitié. Et puis la formation pour adultes, c'est pareil. Il y a un temps qui est dédié en entreprise et un temps qui est dédié à la formation théorique en centre de formation, quoi. Super, est-ce qu'il y a une reconnaissance du métier, une sorte de carte T comme les agents immobiliers, un diplôme spécifique pour pouvoir être éleveur, ou est-ce que il n'y a pas spécialement de contrôle là-dessus? Alors quand on s'installe, je pense que, je suis pas certain des éléments que je vais avancer, mais je pense que il y a un besoin de diplôme minimum pour aller chercher des aides à l'installation ou ce style de choses. Ça, c'est nécessaire. Après, dans la pratique du métier, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une reconnaissance du diplôme pour être ouvrier agricole? Ça, pas forcément, je pense pas. Faut avoir vraiment, c'est un métier passion, donc c'est ça surtout qui compte, qui prime sur le reste. Euh, et puis la formation, ce sera forcément du plus, quoi. Donc il y en a qui apprennent sur le tas et il y en a qui apprennent via les formations, mais une formation, c'est toujours plus intéressant pour gagner en assurance, en confiance, avoir les bons gestes, les bonnes pratiques, les pérenniser, les transmettre. Voilà, c'est tout un processus en fait qu'on va mettre derrière une formation, quoi. Et est-ce qu'il faut se former en permanence tout au long de sa carrière d'éleveur? Alors, se former en permanence, tout dépend des pratiques qu'on a au quotidien. Nous, on propose un certain nombre de formations qu'on va dire courtes pour adultes. C'est-à-dire que dans les formations pour adultes, il y en a de deux formats. Il y a des formations qui sont courtes, sur quelques heures ou quelques jours, et il y a des formations longues qui correspondent à des diplômes et qui sont... Sur les formations courtes, je donne quelques exemples, mais on fait du sauvetage et secourisme au travail, donc le SST, ça on le fait sur nos 3 sites. On propose aussi de la formation certifito pour l'utilisation de produits phytosanitaires, sinon on n'a pas le droit d'utiliser de produits phytosanitaires. Ça, par contre, ça, c'est une reconnaissance. Si on ne l'a pas, on ne peut pas du tout utiliser les produits phytosanitaires. Le certi biocide également, sont des formations qui sont courtes également. Voilà. Mais on en a énormément en aménagement paysager, par exemple. On fait des formations courtes sur la reconnaissance de végétaux. Enfin voilà, il y en a énormément. Là encore, je vous invite à nous contacter pour avoir les éléments et savoir un petit peu ce dont vous avez besoin en formation. Je sais qu'en plus sur ces formations-là, on est très adaptable et très réactif. Je suis avec Julie pour parler de la mixité homme-femme dans le métier d'éleveur. Julie, est-ce que c'est un métier où il y a la place pour les femmes? Alors oui, tout à fait, il y a la place pour les femmes dans ce métier. Et est-ce que c'est facile pour une femme de faire sa place dans ce métier? Il y a toujours des petits préjugés, des petites réticences, mais au final, on est aussi bien accueillis qu'un homme, quoi. Chez toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, du coup, j'ai commencé mes études dedans, donc depuis 2014, on va dire, j'effectue des stages, tout ça. J'ai fait de l'apprentissage aussi, donc en étant rémunérée. Et ouais, ça doit faire 8 ans peut-être que déjà je suis dans le milieu de l'agricole. Et donc ton intégration, toi, s'est bien passé. Ça n'a pas été discriminant d'être une femme dans le métier? Ça a été. Après, on tombe toujours. J'ai fait un petit peu de service de remplacement, donc j'ai été dans différentes exploitations. Et on tombe toujours sur les éleveurs de l'ancien temps, qui sont un petit peu macho, tout ça. Où là, c'est un peu plus compliqué à faire notre place, ou du moins à avoir les mêmes responsabilités qu'un homme, quoi.
Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à être une femme dans ce métier d'éleveur? Les inconvénients, c'est peut-être que justement le fait de ne pas être aussi fort qu'un homme, on peut pas faire telle ou telle chose, quoi. Mais après, je vois pas d'autres choses qui pourraient impacter, quoi. Oui, puis il y a des adaptations de toute manière pour justement faciliter tout ce qui est port de charges lourdes ou autre pour éviter de se faire mal, je pense. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a un équivalent féminin pour l'intitulé du métier d'éleveur? Une agricultrice, après, on dit une vachère aussi. La vachère, c'est celle qui gère le troupeau, quoi, enfin, qui s'occupe des animaux. Ok, oui, j'avais pas pensé à la vachère, mais maintenant que tu le dis, c'est purement logique. Petite question pratique, on va dire. Est-ce que c'est facile d'avoir un accès aux toilettes dans ce métier, puisque effectivement, parfois on a besoin d'aller aux toilettes, ne serait-ce qu'en période de règles, par exemple. Est-ce que l'accès aux toilettes est plutôt facile dans ce métier? Ouais, ici, sur la ferme où je travaille actuellement, oui, c'est assez accessible, mais sinon, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on gère autrement. Dernière question, est-ce que tu parviens à concilier la vie au travail, donc en tant que éleveuse vachère, avec la vie de famille, une vie personnelle à côté? Alors, j'ai pas encore d'enfants, tout ça, donc pour l'instant, c'est assez relativement simple. Mais c'est vrai que l'élevage, c'est toujours de l'astreinte. Enfin, les week-ends, il faut toujours quelqu'un. S'il y a quelque chose qui va pas, en plus que moi, je domicile à côté, il faut venir voir. C'est une adaptation qu'il faut mettre en place au départ, on va dire. Je suppose que bon, là, le jour où tu aurais des enfants, ça ne dérangera pas de venir avec maman voir les vaches ou les moutons. En général, ils aiment bien ça, les enfants. Oh bah oui, c'est sûr. Je pense que ce serait le premier à vouloir, à vouloir venir donner un petit coup de main. Je suis avec Clément et Jean-Luc pour parler junior-senior dans le métier d'éleveur. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu depuis combien de temps vous êtes éleveur? Donc moi, ça fait 25 ans. Moi, ça fait 2 ans et demi. D'accord, donc on a justement donc, le profil junior et le profil senior. Est-ce qu'il y a des différences en termes d'évolution de carrière éventuellement ou de traitement dans le métier quand on est justement junior ou senior? Pour mon cas, moi personnellement, je dirais que j'apporte mon effet professionnel, quoi. Comme par exemple avec Clément. Prends sous ton aile les juniors en fait au final. Tu leur fais bénéficier de ton expertise, c'est ça? Et voilà, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. C'est toujours bien d'apprendre des anciens, des gens qui ont justement cette expérience. Et toi Clément, comment tu l'as vécu les débuts dans le métier? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as pu te faire accompagner? Alors justement, c'est pas évident du tout dans le début. Le métier d'éleveur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'apprend, mais surtout ça se vit. Donc on a toujours besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pour se faire accompagner dans le métier et apprendre toutes les petites choses techniques qui se vivent sur le tas, quoi. On parlait tout à l'heure des personnes qui font éleveur parce que donc il y a le cadre familial, ils reprennent les exploitations, mais aussi des personnes qui le font hors cadre familial. Et justement, tu me parlais tout à l'heure de tutorat. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu justement ce tutorat envers des novices, justement des juniors? C'est dans le cas où c'est des installations, par exemple, hors cadre familial, où donc ce ne sont pas des fils d'exploitants qui reprennent l'exploitation. Donc l'agriculteur de base, l'éleveur, a un projet de partir en retraite, donc il cherche un repreneur. À ce moment-là, quelqu'un se présente et souvent l'éleveur travaille pendant 1 année ou 2 avec son futur repreneur sous forme de tutorat avant de lâcher l'affaire, j'ai envie de dire. En fait, on n'est jamais tout seul au final, on bénéficie tant de l'expérience des anciens du coup, mais aussi peut-être vous les anciens, vous bénéficiez d'un nouveau point de vue des jeunes générations qui arrivent avec peut-être d'autres techniques. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc? Oui, moi, c'est une nouvelle approche, surtout dans le métier d'aujourd'hui. Dans l'élevage, il faut être de plus en plus perfectionné, quoi. Donc, les jeunes qui sortent d'études, ça apporte quand même un peu plus, quoi. Je vais pas dire que nous, on s'améliore toujours de jour en jour, même si on est plus ancien, il faut toujours de l'amélioration dans le temps, quoi. Donc, c'est profitable d'avoir les jeunes avec nous, quoi. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans le métier d'éleveur? Oui, effectivement, c'est ce que disait aussi Jean-Luc, c'est qu'on s'améliore de jour en jour. Donc l'évolution, elle existe. Après, c'est sûr que quand on a une ferme à nous, là, il faut évoluer, mais sur sa propre exploitation. C'est pas comme dans certains métiers, on peut évoluer dans une entreprise plus grande ou etc. Ça reste assez particulier malgré tout en termes d'évolution. Mais l'évolution dans le métier d'éleveur
elle est omniprésente. C'est plus de la montée en compétences plutôt que de la montée en grade en quelque sorte. Tout à fait, c'est plutôt comme ça. On va parler emploi senior. Est-ce que c'est possible de devenir éleveur sur le tard? Imaginons quelqu'un qui soit déjà avancé dans la fleur de l'âge et qui se dise tiens, en fait, moi j'ai toujours rêvé d'être agriculteur et je vais me lancer maintenant. Est-ce que c'est gênant du fait de l'âge de se lancer plus tard? Non, pas du tout. Je pense que l'âge n'a rien à voir là-dedans. Il faut acquérir de l'expérience professionnelle. Après, la porte est ouverte à tout le monde. Je pense que quand tu débutes en début de carrière comme ça, tu as des moments où tu passes en mode salarié, puis après, tu veux être à ton propre compte. Et du coup, l'installation, elle se fait plus dans le temps, voire 10, 15 ans plus tard, quoi. Ça marche, donc l'âge n'est pas un frein malgré le fait que ça soit quand même assez physique, ce que tu disais tout à l'heure Clément, dans ce métier. Oui, il y a un peu l'effet aussi physiquement qui pourrait jouer, mais aujourd'hui, avec l'évolution dans le machinisme, ça nous permet aussi d'être avantagés par rapport à ça physiquement, quoi. Donc je pense pas que là, on pourrait dire que physiquement, on ne tirerait pas le coup, mais si, pour moi, c'est toujours possible. Après, il y a toujours l'aspect financier parce que c'est lourd. Et l'aspect financier, on a des remboursements d'emprunts qui sont longs dans le temps, quoi. Donc du coup, plus vous démarrez tard, plus vous allez rembourser tard, quoi. Donc c'est un petit peu le point noir, quoi. Mais sinon, non. Maintenant, on va parler de la différence entre salarié et indépendant. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce principalement dans l'une des deux formes? Là encore, tout est possible, tout est réalisable. On peut être salarié agricole. D'où, dans le terme salarié, il y a forcément contrat de travail et un employeur et un salarié. Hein. Du coup, il y a les deux, il y a les échanges. Le chef d'entreprise qui est agriculteur ou qui est éleveur, et celui-là porte la responsabilité. Alors, quand on dit indépendant, je ne suis pas sûr qu'il y ait des auto-entrepreneurs en agriculteur. Par contre, les statuts juridiques sont variés et adaptés au monde agricole, de manière à permettre une gestion adaptée à ce monde-là, à ce fonctionnement-là, et avec forcément un suivi comptable, un suivi administratif, un accompagnement avec différents partenaires. Si on revient sur le salariat, en général, c'est pour être ouvrier agricole plutôt. On trouve quoi comme type de contrat? Est-ce que c'est des contrats plutôt intérimaires ou est-ce qu'on peut avoir du CDI, du CDD? Il peut y avoir de tout. Il peut y avoir du CDI, il peut y avoir du CDD. Il peut y avoir un ouvrier agricole simple. Il peut y avoir aussi des chefs de culture. Il peut y avoir voilà, de différents échelons, je vais dire. Et de l'intérim, alors je pense qu'on parle davantage de service de remplacement que d'intérim. Ça arrive qu'il puisse y avoir des contrats temporaires, quoi, pour venir renforcer une équipe, ou en cas de maladie ou d'opération, ou ce style d'accident de la vie. Voilà, il y a un service de remplacement, parce que surtout le métier d'éleveur a ce besoin de continuité, c'est-à-dire une vache, elle a besoin d'être traitée tous les jours, d'être nourri tous les jours, etc. Un animal, ça a besoin de soins, donc faut réussir à être là et à assurer la pérennisation de ça. D'où l'intérêt d'avoir à la fois des salariés pour aussi avoir une vie sociale d'agriculteur, hein, ce qu'on a quand même qui s'installe de plus en plus, et puis permettre aussi les services de remplacement en cas de coup dur, quoi. Voilà. Dernière petite question, mis à part la formation, c'est quoi l'investissement pour pouvoir se lancer en tant qu'éleveur? Est-ce qu'on a besoin de logiciels, de matériel, ou est-ce que c'est plutôt reprendre une exploitation un peu comme un fonds de commerce en fait au final? Pareil, je vais faire une réponse partielle parce que je suis pas du tout du métier du sérail, pardon. Il y a forcément besoin d'installation quand on est éleveur. Tu l'as dit tout à l'heure, une vache, c'est comme un gros chat finalement. Ça a les mêmes besoins quelque part alimentaires. Ça a besoin de manger tous les jours, ça a besoin de faire ses besoins tous les jours. Il faut être attentif, il faut être là. Donc ça a besoin d'une certaine installation et de certains investissements à ce niveau-là. Après, sur les logiciels et la gestion, etc., je ne sais pas répondre plus précisément, mais oui, il y a sans doute des investissements, mais je ne les connais pas tous, quoi. C'est pour ça qu'il y a des aides qui existent, notamment pour la construction de bâtiments ou d'équipements, des salles de traite, etc. Là, pour le coup, il y a des financements qui sont possibles, et d'où l'importance aussi d'avoir des diplômes pour
appuyer son dossier et donner plus de valorisation à son installation et à son projet futur. On est de nouveau avec Clément pour parler cette fois RSE dans le métier d'éleveur. Clément, est-ce que le métier d'éleveur est un métier soucieux de l'environnement et du bien-être animal? Alors oui, bien sûr, on est justement en première ligne sur tout ce qui est environnement et bien-être animal, puisque tout commence par la pratique de l'élevage, où d'une part, on a un certain nombre de règles à respecter, et d'autre part, il y a aussi le métier d'éleveur qui impose d'être respectueux de l'animal, et donc directement aussi de l'environnement. Oui, et en parlant de bien-être animal, on a pu constater dans les petits enclos que les veaux ont des jouets. Est-ce que du coup c'est justement pour tout ce qui est bien-être animal que vous faites ce genre d'initiative? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs raisons. Indirectement, il y a une raison sanitaire aussi, mais c'est sûr que donc là, tout récemment, on a mis des petits jouets en place dans les veaux pour qu'ils aient de l'occupation au cours de la journée et qu'ils évitent aussi, donc ça c'est pour des aspects sanitaires, de se téter entre elles. Voilà, pour éviter la transmission de maladies par exemple. Après côté vache, il y a tout l'aspect brosse, où la vache peut aller se brosser quand elle veut dans la journée, et puis un ensemble de petites pratiques sur le bien-être des animaux. Et quand il fait beau, donc voilà, on sait pas encore en ce moment, et donc quand il fait beau, les vaches partent en pâturage, et il me semble que vous avez justement une spécificité que vous avez mis en place pour tant le respect de l'environnement que le bien-être animal. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Depuis 2 ans sur la ferme, on pratique le pâturage tournant dynamique. Alors pourquoi on pratique ce type de pâturage-là? C'est parce qu'on a un projet d'autonomie alimentaire sur l'atelier bovin de l'exploitation. Et l'autonomie alimentaire passe forcément par la gestion et l'optimisation du pâturage. Et donc pour gérer et optimiser le pâturage, il y a cette méthode-là qui consiste tout simplement à changer le troupeau de parcelle tous les jours et revenir sur la parcelle tous les 21 jours. Donc on a au minimum 21 parcelles pour le troupeau. Voilà, donc ça permet d'avoir toujours de l'herbe de qualité à manger aux vaches et de gérer les repousses d'herbe au mieux. Tu m'as parlé d'autonomie pour l'atelier bovin. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que tout ce que vous avez ici vous suffit pour élever les vaches, c'est ça? Tout à fait, donc on a la chance d'avoir sur la ferme du lycée une SAU de 116 hectares qui permet de faire de l'autonomie alimentaire. Et donc aujourd'hui sur la ferme, il n'y a qu'une vingtaine d'hectares de blé qui sont vendus à la coopérative. Sinon tout le reste est cultivé pour l'atelier bovin. Donc c'est-à-dire on cultive beaucoup de fourrage en verre, donc que ce soit de l'herbe, du maïs, de la luzerne, du trèfle pour la partie légumineuse, mais on cultive aussi donc de la févrole et du maïs grain pour la partie concentrée. En gros, ce que vous cultivez sert à nourrir les vaches et vous ne jetez rien, quoi. Tout à fait, donc tout sert pour les vaches et on ne jette rien et on n'achète rien. Donc là, on a parlé des vaches, mais il me semble qu'au niveau des moutons également, vous avez des spécificités pour tout ce qui est bien-être animal. Notamment, tu m'as parlé de rencontres avec les béliers. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Sur la ferme du lycée, il y a 2 races de moutons, donc une première qui est le Suffolk et la deuxième qui est le Boulonnais. Et donc concernant le Boulonnais, donc on fait partie avec plusieurs éleveurs dans les Hauts-de-France de la protection de cette race qui est menacée aujourd'hui. Et donc on se retrouve à raison de 2 fois par an avec tous les éleveurs pour échanger des béliers tout simplement de cette race afin d'éviter tout ce qui est consanguinité et pouvoir continuer à promouvoir la race. L'élevage, certes, ça sert à produire, mais ça sert aussi à préserver les animaux. Tout à fait, c'est ça. Il y a beaucoup de races qui sont menacées aujourd'hui et qui sont protégées par un groupe d'éleveurs. Et ça, pas spécialement dans les Hauts-de-France, mais dans toute la France. Tu m'as parlé de bio tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, alors tout à fait. L'objectif de la ferme, donc je parlais tout à l'heure d'autonomie alimentaire. Et donc la suite logique, le choix qui a été fait au sein du lycée, c'est de passer en agriculture biologique. Donc à partir du mois de mai, on débuterait la conversion à partir du mois de mai. Et donc en fin de compte, c'est un peu la cerise sur le gâteau du projet de l'autonomie alimentaire, où en fin de compte, on se dit, bon bah voilà, là il nous reste plus grand chose à faire pour passer en bio et valoriser un peu plus notre lait. Donc le travail est fait en amont et ensuite on passe en bio. Donc je suppose qu'il y a des certifications à passer pour pouvoir être reconnu éleveur bio, c'est ça? Oui, tout à fait, il y a une certification à avoir et pour l'avoir, il faut répondre à un cahier des charges. Donc un cahier des charges assez long et important
qu'il faut à tout prix prendre en compte pour avoir la certification. Donc il n'y a pas que des animaux dont on se soucie du bien-être ici, puisque tout à l'heure on a eu l'occasion de passer par la salle de traite et donc j'ai vu quelques petites installations qui permettent justement de se soucier du bien-être des collaborateurs et donc des éleveurs. Est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît? Oui, alors il y a un ensemble de petites choses qui peuvent permettre de faciliter la vie et d'avoir du bien-être au travail. Alors ça peut passer du simple chariot à lait pour amener les bidons de lait au veau à l'exosquelette par exemple. Et ici sur la ferme du lycée, quand elle s'est construite, donc le bâtiment en 2014, ils ont installé aussi un plancher mouvant dans la salle de traite qui permet de s'adapter à la hauteur du trailer, pour éviter d'avoir à brancher des vaches soit en l'air, soit trop bas, et donc éviter tout problème de dos. Après, il y a plein d'autres choses qui existent, par exemple l'exosquelette qui permet de moins forcer sur les bras pour traire. Et il faut savoir qu'on a pas mal d'organismes qui peuvent nous aider financièrement aussi dans l'achat de tout ce petit matériel. Et est-ce que tu as de l'intelligence artificielle au sein de ton activité d'éleveur? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça jusqu'à intelligence artificielle, mais par exemple sur les vaches, on a des colliers qui permettent de mesurer l'activité de la vache sur une journée. C'est-à-dire que sur une journée, on sait dire combien de temps la vache a mangé, combien de temps la vache a dormi et combien de temps la vache était inactive. Ce qui nous permet d'avoir une moyenne journalière et l'outil de par lui-même, dès qu'il y a un souci, si la vache a moins mangé ce jour-là, on va avoir une alerte sur notre téléphone. Ce qui nous permet donc avant de voir que la vache ne va pas bien, on a une première analyse via cette alerte-là. Ensuite, le collier aussi permet d'avoir les alertes vélage, donc c'est-à-dire d'avoir une alerte sur notre téléphone quand l'animal va véler, et donc d'éviter par exemple de se relever la nuit si on a vu avant de partir de la ferme qu'une vache allait véler. Bah, plutôt que de revenir surveiller, on sait qu'avec l'outil, on va avoir une alerte quand l'animal va véler. Et puis, on a aussi tout ce qui est chaleur. Donc ça, c'est pour gérer la reproduction. Le collier permet de nous alerter des chaleurs de chaque animal. Pardon. Donc en gros, c'est un peu une montre connectée version vache, quoi. Carrément. J'adore. C'est génial comme invention, c'est trop pratique et puis ça vous simplifie la vie à vous aussi. On parlait du bien-être collaborateur tout à l'heure, ça marche aussi pour vous du coup. Alors juste pour rajouter là-dessus, c'est un outil d'aide à la décision à l'éleveur et non un outil qui remplace l'éleveur. On parlait du sens de l'observation dans le métier d'éleveur. C'est pas parce qu'on a ce type d'outil-là qu'il faut baisser en vigilance et en observation. C'est vraiment un complément, un outil d'aide et pas du tout un remplacement de l'éleveur. Maintenant, on va parler handicap. Est-ce que le métier d'éleveur est adapté en fonction de tel ou tel handicap? Je vais te proposer certains types de handicap et l'objectif c'est que tu me dises si c'est adapté, si c'est impossible ou si c'est possible avec des adaptations éventuelles. Si je te dis handicap moteur, est-ce que c'est possible, par exemple en étant en fauteuil roulant, d'être éleveur? Alors oui, c'est possible d'être éleveur en fauteuil roulant. Alors ça demande par contre énormément d'adaptation et de transformation de la ferme. Mais il existe aujourd'hui en France des agriculteurs qui sont handicapés moteurs en fauteuil roulant, qui peuvent conduire leur tracteur, traire leurs vaches. Si je te dis personne atteinte du trouble du syndrome autistique, est-ce que c'est possible d'être éleveur? C'est pas impossible sur certaines tâches, puisqu'il y en a d'autres qui me paraissent compliquées quand même. Ça marche, donc peut-être être accompagné de quelqu'un, c'est possible de le faire en binôme en quelque sorte. C'est pas impossible, mais faut juste pas toujours être seul. Oui, voilà, tout à fait. Si je dis trouble 10, donc c'est-à-dire tout ce qui est dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie, dyslexie, est-ce que c'est gênant ou pas pour être éleveur? Alors gênant, oui, ça l'est forcément, puisque on parlait d'un métier aussi hyper diversifié, donc il y a plein de choses à faire, écrire, lire, compter, plein de choses. Mais néanmoins, non, c'est pas des troubles qui sont rédhibitoires au métier d'éleveur, quoi. Si je te dis handicap auditif, gênant, pas gênant, possible avec des adaptations? Alors gênant, mais possible avec des adaptations. Puis c'est beaucoup moins drôle parce qu'on n'entend pas la petite chanson de joie que les animaux te font quand tu arrives et que c'est l'heure de la nourriture, parce que les moutons nous ont accueillis tout à l'heure avec un magnifique concert de J'ai faim, donne-moi à manger. Oui, tout à fait, c'est le bon exemple. Et il y a aussi c'est gênant avec toutes les machines, par exemple. C'est un métier dangereux de base, les machines sont dangereuses aussi. Et des fois, le bruit permet d'être alerté sur certains dysfonctionnements et voilà, c'est important.
Dans ce cas, on peut apprendre à communiquer aux autres personnes qui sont sur la ferme pour leur dire, bah voilà, quand tu arrives près de moi qui ai ce handicap, ben voilà, il faut se comporter de telle ou telle manière. Tout à fait. Encore faut-il avoir la chance d'avoir plusieurs personnes sur la ferme. Mais oui, c'est possible quand même. Et si je te dis handicap visuel, est-ce que c'est possible d'être éleveur en ayant un handicap visuel? Alors rien n'est impossible, j'ai pas de doute sur le fait que ce soit possible. En revanche, c'est pareil, c'est ultra gênant et ça nécessite des adaptations et de ne pas être tout seul du tout, quoi. Parce que il y a tellement d'endroits, le métier est dangereux, mais l'environnement est dangereux, donc ça peut être très gênant et pénalisant, bien sûr. Et puis, comme tu disais, l'observation, ça reste une des compétences importantes dans le métier parce qu'effectivement, tu passes ton temps à observer les animaux, même si effectivement, ils ont les colliers super connectés. Et donc, c'est important de pouvoir observer aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une certitude. Après, j'ai pas le doute sur le fait que le métier est adapté et adaptable avec beaucoup de travail, sans doute. Mais voilà, tout ça reste hyper gênant. Il faut être accompagné et avoir une exploitation adaptée. Si je te dis TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou ça peut être sans hyperactivité, à ton avis, est-ce que c'est gênant ou est-ce qu'on peut être éleveur en ayant un TDAH? Alors on peut l'être après, voilà, le trouble de la concentration, c'est ça, l'attention. Voilà, avec des animaux, ça peut être pénalisant. Après, à l'inverse, les animaux peuvent calmer ces troubles-là, je pense. Oui, je pense que les animaux ont un certain côté apaisant. Bon, en fait, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que les vaches, en fait, c'est comme des gros chats. Juste, ils sont un peu plus imposants. Oui, tout à fait. Beaucoup, beaucoup plus imposant. Mais elles ont cet effet-là de calme et de rassurer les personnes, etc. On a beaucoup d'élèves ici sur le lycée qui ont des petits troubles et c'est vrai quand ils sont en contact des animaux ou qu'on manipule avec eux les animaux, ça leur fait beaucoup de bien. Donc, hyperactivité, c'est un peu le même combat donc, que le TDAH. Ça peut permettre justement les animaux de calmer un peu cette hyperactivité. Oui, tout à fait. Puis bon, être hyperactif quand on a 50 millions de choses à faire dans la journée, c'est pas forcément un point négatif. D'un autre côté, c'est vrai aussi qu'il faut être très, très réactif et actif dans ce métier-là, puisque des informations, il y en a parfois des milliers à la seconde et à l'heure. Donc il faut savoir tout gérer sur une journée qui, des fois, sont beaucoup trop courtes, quoi. Là, on va parler d'un trouble qui, selon moi, est un handicap, même s'il n'est pas reconnu comme tel. C'est le HPI, le haut potentiel intellectuel. Donc, c'est pas être un génie, c'est simplement réfléchir différemment, mais c'est aussi être envahi de plus d'informations visuelles, auditives et sensorielles qu'une personne classique. Je pense notamment aux hyperesthésies et notamment à l'hyperesthésie olfactive. Est-ce que du coup, le métier d'éleveur peut être adapté pour eux ou est-ce que ça peut être compliqué justement parce qu'il y a quand même des petites odeurs que au fur et à mesure vous ne sentez plus mais qui sont assez caractéristiques si je peux me permettre. Est-ce que ça peut être gênant pour eux de faire ce métier? Alors oui, forcément, je pense, mais il y a peut-être aussi derrière ça une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que la personne au tout départ, oui, sans doute que ça va être gênant, pénalisant et du coup, il va avoir du mal à se concentrer. Néanmoins, sur le long terme, peut-être que la personne peut s'adapter, quoi. Et pour finir, on va parler hypersensibilité. Est-ce que l'hypersensibilité peut être un frein ou pas dans ce métier? Alors oui, un peu sur le même principe que tout à l'heure, oui, on voit des choses pas toujours marrantes à voir. On travaille avec du vivant, c'est l'élevage, c'est comme ça. C'est pourquoi ce type de sensibilité peut être même mise à rude épreuve, oui, tout à fait, et compliqué à surmonter. Peut-être aussi que c'est compliqué quand on s'attache fort aux animaux, du coup, bah, justement, de les voir partir, c'est un peu ce que tu évoquais sans le dire directement. Oui, alors on fait ce métier-là pour une raison, hein, malgré tout. Ça doit être un métier de passion. Tout le monde le fait aussi pour gagner sa vie. Donc voilà, ça fait partie du métier, mais c'est vrai que quand on a élevé des animaux de la naissance jusqu'à la fin, bon bah ça peut être compliqué. Après, voilà, ça fait partie du métier, du jeu, et il faut savoir être fort avec ça. Bien que au début, ça doit pas être facile.